Je sais qu'il peut être déprimant de ressortir ses pulls et son impair, mais alors qu'on commence à se rhabiller, la playlist de ce mois-ci présente une collection de garçons qui visiblement n'arrivent pas à s'empêcher de tomber la chemise. Et je vous jure que j'ai même pas fait exprès. Et attention, vous allez pouvoir râper le parmesan sur la collection d'abdos que j'ai en stock ce mois-ci. Bonjour, bienvenue sur Décalé. La playlist du mois est assez fournie, alors trêve de blabla, on a du pain sur la planche. Les tops, Fake It Till You Make It. Le gros coup de cœur du mois pour un drama moderne, parfaitement formaté sur 14 épisodes, avec des acteurs beaux comme tout, mais pourtant un drama contemporain réaliste où ça sonne juste et où tu as une représentation pour une fois dénuée des lourdeurs propagandistes qu'on a tendance à se coltiner dans les dramas modernes, et qui nous évite, même si on l'aime bien, parfois on sature quand même, ton sempiternel duo PDG psychorigide et fille pauvre et travailleuse. Non, le monde du travail n'est pas toujours qu'une copie de bitcherie de harem, et l'épanouissement personnel n'y est pas automatique. Les deux persos se rencontrent lors d'un déplacement professionnel par hasard dans un avion et se tapent dans l'œil vu qu'ils sont tous deux physiquement intelligents, mais a priori ne doivent jamais se recroiser et ont bien autre chose en tête. Lui est vaguement un playboy qui n'a aucune intention de s'engager sérieusement sans pour autant être un bâtard, je précise, et elle n'envisage pas de se mettre en couple à part si avec un vieux riche parce qu'elle a gardé un souvenir cuisant de son crush d'ado et ne pense depuis qu'au boulot. Le destin les remet l'un face à l'autre alors qu'ils tournaient vaguement autour de sa sœur, mais comme une certaine méfiance est là, va s'établir un pacte tacite de copinage, mais vu l'alchimie indéniable entre eux, vous vous doutez que ça va se compliquer cette affaire. N'empêche qu'on se retrouve avec des scènes de conversation et d'intimité toutes simples, vraiment touchantes et réalistes, que le charme est indéniable et contagieux quand les deux acteurs sont ensemble et qu'on y croit à fond à leur vie de trentenaire un peu larguée, entourée de personnages en burn-out et crise existentielle. C'est une jolie tranche de vie avec son lot de rêves, d'angoisse et de déception où les personnages principaux traversent avec une belle élégance la peur de l'attachement, de l'abandon, de la maladie, de ne pas réussir, de la pression professionnelle et affective, le tout dans une ambiance pour une fois ouverte intellectuellement, où on ne te ressasse pas du Chinese Uber alles, parce que les personnages se montrent curieux, regardent des studios Ghibli et des films français, comme Truffaut ou Amélie Poulain, le tout avec une bande originale, avec parfois des titres en français. Ça a l'air de rien, mais je crois qu'outre nous montrer une classe moyenne qui a des envies de s'élever dans l'échelle sociale et également de se cultiver, on a ici un hommage qui sous-tend le tout et donc une série qui s'inspire d'une certaine idée des comédies européennes et de mœurs françaises, pensées chic parisien et blabla rive gauche. Et je dois dire que ça a beaucoup de charme et que c'était très réussi et très frais par rapport aux productions habituelles. The Legend of Zhuo Hua, le gros drama vaguement historique du mois et qui malgré des défauts, en particulier les filtres, mais c'est sûrement pour compenser le grand âge, ce qu'il faut pas dire, de William Fang, présente beaucoup de points positifs, à commencer par le fait qu'il m'a d'emblée beaucoup fait penser à The Sword and the Brocade. Et ça, c'était avant de comprendre que ce n'était pas du tout un accident, car c'est le même réalisateur et qu'en plus des filtres, pour compenser le grand âge de Wallace Chung, il nous a recyclé quelques scènes, quelques acteurs, et oui, une certaine ambiance dans la dynamique du couple principal. On a en effet un général mature, peu porté sur les choses du cœur, dont l'armure va fondre au contact de ta jeune femme compétente, intelligente, douce et moralement droite, que le destin va mettre sur sa route, ce qui nous donne une relation, comme dans Sword and Brocade, extrêmement respectueuse, délicate et traitée avec une élégance certaine. On est donc dans un univers historique fictif où un frère de l'empereur et grand général qui a essuyé une défaite cuisante contre le royaume voisin après une trahison vient de pétitionner pour redonner aux femmes la possibilité d'accéder aux fonctions officielles de l'État. Ça tombe bien pour l'héroïne, une fille de concubine dans une maisonnée qui en comptait 17, concubine pas fille, et qui a profité du bordel général et du peu d'intérêt qu'on lui portait pour se cultiver avec l'aide d'un shifu médecin et qui a donc acquis d'excellentes compétences en ce domaine. Ce qui lui permet, lors de sa rencontre au bordel où elle crèche en attendant de passer ses examens d'entrée, de sauver les miches du général incognito qui souffre d'un empoisonnement sur le long terme, qui va jouer un rôle important sur l'ensemble de la série. Elle prétend tomber amoureuse de lui pour se servir de lui, et lui a prévu de l'utiliser aussi pour ses projets, mais les sentiments réels vont vite se mettre en place au milieu des intrigues de cour, et Dieu sait s'il y en aura. Entre la course au prince héritier, les rancœurs de harem, c'est vraiment un système à la con, il faut le répéter, et puis les plans machiavéliques qui vont se dévoiler au fur et à mesure. Il y a une galerie
série de personnages secondaires extrêmement intéressants à suivre, que ce soit les serviteurs choupis et le couple bis de la princesse et de l'érudit qui sont particulièrement bien joués. Et puis sinon c'est une série avec un message féministe qui fait plaisir à voir parce qu'il ne passe pas par l'idée que tous les mecs sont des salauds, parce qu'il n'exclut pas une relation à l'autre et parce que l'héroïne, bien que déterminée et intelligente, n'est pas une virago donneuse de leçons. Incroyable, mais dans son chemin elle a même droit à des goodies et le type est davantage son trophée qu'elle le sien, même si lui aussi reçoit pour ses mérites et sa droiture de cœur la récompense d'un amour véritable. C'est-tu pas joli ça? Et pourquoi est-ce qu'on crache dessus dans nos histoires occidentales? On se le demande. What is wrong with my princess? Le meilleur mini-drama du mois, et Dieu sait si j'en regarde beaucoup en ce moment, vu qu'on arrive, comme je l'explique chaque mois, à dégoter de véritables perles dans ce type de production. Je recommande celui-là à tous ceux qui ont aimé Lost Track of Time, sorti l'an dernier avec Sing Fei, car c'est exactement le même ressort narratif. On ouvre sur une femme générale qui a permis à son chéri depuis l'enfance d'accéder à la fonction suprême, et pour qui tout roule normalement maintenant qu'elle est impératrice et porte son enfant. Sauf qu'entre-temps, sa demi-sœur est devenue concubine et que sa vie va basculer dans l'horreur alors qu'elle se fait buter par sa servante, qui lui était a priori dévouée, sa sœur et au passage aussi son époux qui se révèle un vrai bâtard le jour de l'accouchement et découvre donc que tout ce petit monde s'est servi d'elle, notamment pour éliminer le principal adversaire du mari qui était le 7e prince. Elle jure de se venger dans sa prochaine vie, mais boum badaboum, la voilà revenue 5 ans plus tôt, le jour de ses noces avec le fameux 7e prince, et l'heure de la vengeance a en effet sonné alors qu'elle s'applique à déjouer toutes les intrigues des affreux. Ça a bien sûr ses limites, car dès que tu changes le script, tu cours de nouveaux dangers, et puis va s'ajouter à l'affaire le fait que le 7e prince était vraiment tombé amoureux d'elle dans la vie précédente et qu'il est en effet bien sympachou et qu'on va avoir de très bonnes scènes entre nos deux persos. On prend son pied à la voir faire manger leur race aux affreux et on se régale face au développement de l'histoire entre les époux qui s'était raté dans la vie précédente. Une vraie réussite. On continue avec The West Wind is Strong. Également sorti sur Ichi avec le titre Love and Intrigue, un mini-drama à dévorer sans modération pour quiconque adore l'ambiance step by step dans les plaines, les chevaux et les tresses. Vous allez avoir votre ration d'exotisme et de romance, c'est garanti. Une fille des royaumes de l'Est doit être donnée en mariage pour une alliance à l'héritier des plaines dont le frère est retenu en otage. Sauf qu'une jeune fille qui avait un arc de vengeance contre la famille impériale se substitue à la princesse et qu'un malheureux concours de circonstances lui fait non seulement foirer son plan, mais l'oblige en effet à prendre la place de la princesse auprès du mec des plaines. Le coup de foudre est réel pour le mec lors de la rencontre et on a une excellente alchimie entre les deux acteurs, dont la toute mignonnette actrice Wang Luchin. Même si ça s'essouffle un peu, on se délecte un bon moment de la dynamique entre les deux, vu que même si elle lui a tapé dans l'œil, il ne la voit que comme la fille de l'ennemi et qu'elle n'a accepté de jouer le rôle de la princesse que parce que l'impératrice lui a laissé entendre que son père avait perdu la vie à cause des trahisons du royaume du mec. Vous la sentez l'ambiance couple ennemi à amant? C'est sexy, dépaysant, plein de malice et en plus c'est un mini-drama que demande le peuple. You Are Desire. L'acteur Jo Hee-jan est trop craquant et te vendrait la moindre coupe au bol. J'ai été plaisamment surprise par ce drama étudiant, très mignon, même s'il y a un gros truc qui m'a fait pester et bugger sur quasiment toute la deuxième moitié de la série. Une jeune fille vient passer quelque temps chez son paternel après le divorce de ses parents et c'est déjà pas la fête parce qu'elle le connaît pas plus que ça et n'a pas d'atome crochu. En plus, il s'est maqué avec une dame qui a déjà un grand garçon plus âgé qu'elle, mais alors que la situation devait être temporaire, elle découvre que sa mère l'a largué là de manière définitive sans prendre la peine de l'en informer et qu'elle va devoir trouver sa place chez papa et se refaire sa vie dans une nouvelle école avec des nouveaux amis. Entre-temps, dans son schéma Bella Swan de Twilight, elle a croisé non un vampire, mais néanmoins un garçon ténébreux qui semble vivre avec sa bande de potos dans un atelier de bijouterie où elle était allée faire réparer le bracelet que lui avait laissé sa mère. Les débuts sont orageux quand elle se barre avec un stylo auquel il tenait comme la prunelle de ses yeux et quand les deux se retrouvent à l'école, camarades de tablée. C'est vraiment charmant tout plein alors qu'elle le sort de sa dépression et que lui va l'aider dans ses propres problèmes, mais il y a un gros souci. Le bisou se fait désespérément attendre et tu te dis que c'est juste pas possible avec des genoux bourrés d'hormones d'avoir autant de retenue que ça, d'autant qu'on te fait même un bisou retardé pour cause de gargouillis d'estomac, enfin c'est inimaginable. Néanmoins, c'est à voir pour l'acteur que j'ai noté dans mon viseur des petits genoux qui montent. Forever Love. On prend quasiment tous les mêmes de Maid's Revenge, pour te dire j'étais persuadée que le perso bitch était joué par la même actrice que dans le drama, et on remet ça en mode contemporain, un an quasiment au jour près après ce drama qui avait affolé tant de monde en 2022. Je dis oui, même si je déplore que Vincent
way le très méchant ne soit pas de la fête et qu'on se retrouve avec un wannabe, même si bizarrement tu as l'impression qu'ils se sont beaucoup plus lâchés sur la tension homo-érotique entre les deux mecs dans quelques scènes qui sont quand même assez étonnantes. Alors tu as au début une héritière qui a perdu la vue après la mort louche de son papa et qui recherche son assassin depuis le fond de son dressing room, vu le nombre de scènes auxquelles on a droit dans ce décor, entouré de persos louches que sont son fiancé qui fricote sans honte aucune sous son toit avec la meilleure amie de la fille, une bitch de compète, mais surtout de son garde du corps mystérieux et beau gosse et toujours prêt à tomber la chemise qui aurait un arc de vengeance sur la famille de la fille. Tous les ingrédients sont là dans ce mini-drama. Tu te dis parfois que la fille c'est Pierre Richard vu le nombre de conneries qui lui arrivent. Par contre, quelle joie de retrouver le couple de Maid's Revenge en très grande et très belle forme, surtout l'actrice que j'ai trouvée mise en beauté avec ses cheveux longs ondulés et qui surtout ne ressemble pas à un squelette sur pattes. Enfin, une jeune femme qui a l'air en bonne santé et qui est appétissante à regarder. Évidemment, comme tu es là pour ça et que tu sais depuis l'an dernier que leur alchimie fonctionne au poil, tu vas avoir droit à plein de petites scènes sympathiques de palpage de torse, d'attrapage en tout genre, et même si j'ai créé un reboot vu que le perso masculin était reparti à jouer les passoires, et ben ouf, pas de fin merdique comme dans Maid's Revenge. Ready for Love. Je me suis très plaisamment laissée surprendre par ce mini-drama qui va quand même sérieusement avoir besoin d'une saison 2 et qui commence très fort puisque les persos couchent dès les premières secondes après leur rencontre gros malentendu dans un hôtel après avoir été drogués. Elle pensait être avec son petit ami et lui a reçu un aphrodisiaque de la part d'une bitch qui comptait conclure, mais s'est résolue à le refourguer à la fille quand elle a été contrainte de quitter les lieux. Je cite parce qu'elle craignait rien vu que la fille a déjà un copain et ne risquait pas de filer une STD au mec parce qu'elle était vierge. Ça te pose l'ambiance. Du coup, il croit que la fille est une saloperie qui a tout arrangé afin de le piéger et elle, elle est désespérée d'avoir perdu son pucelage dans ces circonstances et d'être prise pour une moins que rien. Le mec, ton typique PDG psychorigide vraiment pas sa patoche au début, va se retrouver contraint de faire semblant d'être en couple avec elle vu que mamie va se mêler de l'affaire et qu'elle était désespérée de caser son beau gosse PDG psychorigide. Et tu penses bien que la cohabitation va révéler chez lui des trésors de tendresse et de mignonneté insoupçonnée, d'autant qu'évidemment, elle va se retrouver à bosser dans sa boîte et le petit couple devient vite attachant et tout chou et la manière dont il la regarde est un bonheur absolu, malgré les gros ficelles à 2 balles autour de l'identité pas claire de la fille, des clichés et des twists que tu vois arriver par temps clair depuis 500 km. J'ai passé un très bon moment en leur compagnie et je re-signerais volontiers. Il y avait quand même une originalité à laquelle je ne m'attendais pas du tout et sur laquelle je suis restée un instant fort dubitative autour de la bitch rivale, mais je ne dirai absolument rien pour vous laisser la surprise. En tout cas, sachez que c'est secoué. My Charming Villainous Emperor. Rien que ce genre de titre, et comme la grosse poire que je suis, je clique tout de suite. Malgré une fin pas top, j'ai bien aimé la série où on a une script doctor balancée dans un monde virtuel historique, comme dans plein de dramas, j'ai presque envie de dire hélas, à la recherche d'un joueur égaré dans le système. Cette série ne s'en sort pas trop mal et m'a souvent fait rire, notamment avec les fantasmes de la nana jouée par la sympathique Chen Si-yu, qui faisait récemment un petit rôle remarqué dans Lost You Forever, puisqu'elle était l'avatar féminin de Xiang Liu dans la scène du bateau. Face à elle, l'acteur, un nouveau venu à la plastique pas chemo ma foi, m'a bizarrement beaucoup évoqué un mélange entre Romain Duris et Stuart Townsend dans La Reine des damnés. Comme le titre l'indique, lui c'est l'empereur et c'est pas un enfant de cœur, enfin vaut mieux quand t'es un empereur, mais elle le sait pas tout de suite vu qu'elle le rencontre en perso masqué incognito. Ils se croisent et se recroisent au cours de morts mystérieuses et ça se méfie et ça se tourne autour, et puis comme elle lui plaît de plus en plus, il va se la faire envoyer en mariage au harem où elle va découvrir sa vraie identité. Voilà, je l'ai dit, l'acteur est loin d'être un ton et il y a de bonnes scènes. Ni Chang, un autre couple tout choupi où l'on retrouve l'acteur qui jouait au loup dans Warm on a Cold Night, dans cette histoire où une fille de marchand de soie, pleine de malice et de joie de vivre, croise la route d'un prince qui après une tentative d'assassinat est devenu simplet en perdant la mémoire et dont elle va faire son camarade de jeu et protégé. Elle mène alors sa best life en compagnie de sa sœur aînée élevée comme un garçon, vu qu'une fille peut pas hériter de l'affaire, et se frite avec le rejeton du clan rival
à sa famille, à qui elle a quand même sacrément tapé dans l'œil. Mais les drames arrivent évidemment, son camarade disparaît lorsqu'il retrouve la mémoire et du coup oublie tout ce qui s'était passé dans cet intermède, puis toute la famille de la fille perd ses biens et son honneur au milieu des vilains complots du clan rival, ce qui fait le désespoir du rejeton qui voulait épouser la fille, puis elle manque de perdre la vie alors que sa famille se fait dézinguer sous ses yeux, et elle va atterrir dans une école de brodeuses où la chifou l'accepte au début de mauvaise grâce et où elle se fait une copine, un nouveau soupir en friendzone, mais surtout une ennemie, et puis elle va tramer sa vengeance au milieu des complots et des drames qui s'accumulent alors qu'elle recroise tout un tas de vieilles connaissances tout en essayant de cacher son identité. Les retrouvailles avec le prince sont top, j'ai bien aimé le friendzone fils de la chifou et la copine, ainsi que le rejeton du clan rival qui lâche jamais l'affaire et qui part en vilaine scroche vu qu'elle en veut pas. Et puis la nana est sympa à suivre, mais c'est beaucoup trop long à mon avis, comme par exemple le temps que met le mec à épouser la fille. Vu la situation, on se demande pourquoi il fait pas ça plus tôt pour la protéger, et à un moment, trop de drama tue le drama, ce qui est dommage. Never Gone. Je suis bien embêtée sur cette série car il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, à commencer par Elvis Ran, comment d'ailleurs ne pas aimer Elvis Ran, mais également la présence dans le cast de tout un tas d'acteurs que j'ai plaisir à suivre dans différents dramas, tels Landy Lee de Starry Love, Toby Lee de Miss Truth, qu'on voit pas assez souvent à mon goût, et surtout, oh my god, Tan Tien-se, qui est devenu mon chouchou depuis Lost You Forever, et qui est un peu la mascotte de la chaîne, puisque l'épisode sur Xiangliu était le premier que j'ai lancé sur Décalé. Mais malgré tout ce beau linge, la fille m'a énervée là-dedans, ce qui a gâché un peu mon plaisir, et j'étais pas complètement embarquée par cette histoire. On est sur un plan, le mec flash sur la fille au bahut, mais vu les embrouilles de sa famille à elle, qui a des gros soucis d'argent et que lui a de la thune, elle passe son temps à le rejeter, et quand il se retrouve à la fac, il essaie de la rebrancher, mais non, elle en veut toujours pas, et flirte avec un autre, qui va finir par aller avec la sœur du mec parce que lui aussi a des soucis financiers et veut monter dans l'échelle sociale, et le mec continue à jamais lâcher l'affaire, finit par avoir une cohabitation, mais vu qu'elle est toujours aussi peu expressive et qu'il est persuadé qu'elle n'éprouve rien pour lui, ils se séparent dans une scène qui est par ailleurs excellente, et ça se recroise plus tard, et voilà, et c'est du on and off permanent. Tan Tien-se a de son côté son histoire avec la bigleuse de service dans un amour qui ne veut pas dire son nom, et qui donne aussi des scènes assez touchantes, et c'est du coup hyper frustrant, parce que tu as d'excellentes scènes, vraiment, mais qui sont noyées dans une soupe avec une héroïne abrasive comme c'est pas possible. Love at Second Sight. Un mini-drama bourré de clichés, regardable en mode grosse économie de cerveau, si tu fais abstraction de tous les trucs pas possibles qui feraient frémir un secouriste ou un scénariste avec un sens du crédible. On est direct dans un mariage arrangé où la fille aime le type et pense avoir une petite vie de rêve et s'accouche car elle essaie d'avoir un bébé, mais comme elle le surprend a priori en train de la tromper, elle envoie tout valdinguer, tant mieux pour elle, demande le divorce, ce qu'il accepte au terme d'une période d'1 mois afin de ne pas faire scandale dans ses affaires. Partie en mode independent woman, Bibiche décide de ne plus se laisser marcher sur les pieds, liste des conditions dont celle d'avoir un job, et donc intrigué par cette nouvelle facette d'elle à laquelle il ne s'attendait pas du tout, monsieur réalise qu'il est passé à côté de son épouse et en tombe sincèrement amoureux. Parviendra-t-il à la reconquérir alors qu'elle a peut-être d'autres projets? C'est très cheap, on va pas se mentir, mais si tu es en mode fast-food, pourquoi pas? Pas mon style, Stealth Walker. Presque une anomalie dans ma playlist pour ce thriller policier d'infiltration, mais j'étais curieuse de voir Jang Ye-chang, que j'avais pas vu depuis longtemps et que je trouve toujours très sympathique, dans un rôle moderne et plus noir. Il y est très bien, mais ce genre d'histoire n'est pas plus que ça ma tasse de thé. On a une fille de policier qui infiltre un cartel de drogue responsable de la mort de ses parents, cornaquée et vaguement protégée par un collègue assez choupi, je dois dire, bien qu'elle n'ait pas vraiment besoin qu'on lui tienne la main tant elle est naturellement badass, et puis qui va croiser au passage le fils adoptif du gang qu'elle va essayer d'approcher et essayer d'utiliser, notamment en passant par le lien qu'elle crée avec la gosse de ce dernier. C'était plaisant de voir Jang Ye-chang dans un rôle complexe et en papa solo qui plus est, et il y a quelques excellentes scènes, c'est plutôt bien joué, mais encore une fois, ce n'est pas mon style d'histoire plus que ça, mais c'est à tenter pour celles et ceux qui aiment ce genre. Les flops, quelques séries qui commençaient pas mal, mais dont l'intérêt a vite dévolué pour moi.
Girlfriend. Je n'ai retenu de positif que 3 choses. Le perso féminin est joué par la sœur casse-couille de Nini, le shampoing Adolphe fait son grand retour et on a une fille qui fait une demande en mariage. Sinon, c'est vrai que ça commençait sympatoche avec une fille embauchée par un PDG pour jouer sa petite amie afin qu'on le lâche enfin sur ses projets mariage. Il l'a choisie parce qu'elle l'embrasse après une soirée beuverie où son petit ami lui a posé un lapin et qu'apparemment ça fait de l'effet au mec en ravivant un vieux souvenir de noyade et en lui rappelant son ex-copine, actrice également. Elle accepte parce qu'elle a besoin de thunes, car elle est une actrice en galère et pour aider son frère à maintenir l'opéra traditionnel de sa famille et régler leurs dettes. Tout ça bien sûr très cliché, à commencer par la fameuse histoire de la noyade. C'est surtout beaucoup trop long et j'ai perdu intérêt au fur et à mesure. The Beauty Inside. Concept de base très original pour ce drama coréen avec une actrice qui a hérité de l'étrange faculté de se transformer une fois par mois, sûrement une métaphore pour le cycle menstruel, en quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, une vieille femme ou un enfant. Une malédiction qui l'oblige à disparaître fréquemment de la scène donc, et qui lui a donné la réputation de mystérieuse et difficile. Et face à elle, un mec qui a perdu suite à un accident, vous inquiétez pas, tout ça va se recroiser bien sûr, la faculté de reconnaître les visages. Et voilà qu'étonnamment, alors qu'ils sont amenés à se rencontrer, il parvient à la reconnaître quelle que soit son apparence. En soi, c'est pas bête comme idée, mais là aussi, j'ai fini par décrocher. I Order You. Autre série coréenne que je déconseille de base de regarder si vous êtes entre 2 repas et n'avez pas suffisamment mangé parce que comme c'est une série culinaire, les petits plats vont vite vous donner les crocs. Au début, la série me bottait bien avec ta typique fouteuse de merde rayon de soleil qui a une passion pour la nourriture et qui atterrit dans le resto spécialisé en bento d'un chef cuistot de génie divorcé et rangé des affaires amoureuses dont les petits plats vont mettre direct les papilles de la fille en émoi, même si elle a à cœur de faire la difficile. Comme elle va lui casser pas seulement les coucougnettes mais une assiette inestimable, elle se retrouve à devoir travailler pour lui à l'œil en dehors de ses heures de boulot et bien sûr il se frite au début mais l'amour va s'en mêler. C'est tout à fait charmant et très manga au début mais il y a soudain une rupture de ton radicale qui te fait sombrer dans le mélo et alors là ça m'a carrément sorti du truc. Quel dommage parce que j'étais tout à fait prête à me laisser séduire par l'ambiance et accessoirement par l'acteur sympatoche. Love You 7 Times. Bon le sujet est dans le titre donc il y aura pas tellement de surprise. On est sur un Ciencia en mode barbe à papa au début qui se présente comme un spin-off de Love Between Fairy and Devil puisque situé dans le même univers, essentiellement de Céleste et l'empereur sera toujours aussi con, sauf que c'est pas Love Between Fairy and Devil. Ok, il y a des costumes, ok, il y a les mêmes coiffures pas possibles, il y a surtout notre petit dragon qui se retrouve en wannabe donc Fang Chingsang, mais c'est pas du tout le même rôle, ni le rôle principal d'ailleurs, et ça m'a bien bugué même si j'ai eu plaisir à retrouver cet acteur. Le personnage masculin, un énième dieu de la guerre parce qu'on n'en a jamais assez des ballerines dieux de la guerre, est tenu par le sympathique Ding Yu-si de Romance of Tiger and Rose, mais malheureusement il a face à lui en petit nuage protégé du pavillon des mariages Yang Chao-yue qui de Dance of the Phoenix au récemment désastreux Chong-ze n'a jamais pour l'instant réussi complètement à me convaincre. Ce n'est pas sa pire interprétation, mais ce sera pas terrible non plus. Comme dans Love Between Fairy and Devil, on a le combo type puissant face à petite chose qui est en fait une identité plus complexe, mais la magie ne sera pas au rendez-vous, même si effectivement on nous fait passer leur relation par 7 réincarnations, parce que le dieu de la guerre a besoin de tribulations amoureuses pour monter en puissance. Il découvrira bien l'amour, très vite, trop vite même, mais aussi tout un complot assez large qui remonte à plusieurs générations, alors qu'il va passer de cochon à prince, à ancien céleste, à démon chat, où d'ailleurs il est adorable, et que la nana l'accompagne à chaque fois. Tous ces efforts et même une tentative d'échange de corps ne parviendront pas à arriver au niveau de Love Between Fairy and Devil, c'est pas franchement terrible. Wrong Carriage, Right Groom. Ce drama a été une énorme déception parce que c'est un trope que j'aime bien, donc j'étais tout à fait prête à aimer cet échange de mariés pour ce remake d'un ancien drama et qu'on a pu également revoir plus récemment dans les réussis Truth or Dare ou The Starry Love. Malgré la présence de tout un tas d'acteurs sympathiques, je n'ai vraiment pas accroché et pour dire j'ai cru à un moment que j'allais davantage m'intéresser au couple secondaire qu'au principal, mais non, même pas en fait, je me suis fichue des embrouilles de tout ce petit monde. Ça n'avait aucun intérêt, la sauce n'a pas pris et j'ai juste eu envie de revoir les 2 dramas que je vous ai mentionnés plus haut.
My Everlasting Bride. Si tu résumes l'intrigue aux toutes premières images qui exploitent sans honte aucune le porno du torse-poil, pourquoi pas, mais s'ils essaient de te harponner sur tes plus bas instincts et surfent sur le succès de Maid's Revenge avec un énième chef de guerre républicain et ses amours compliqués avec une nana en arc de vengeance, ça n'a pas bien marché. Une servante est secouée par la disparition de sa maîtresse et amie depuis l'enfance qui a laissé une lettre de suicide expliquant qu'elle n'a pas supporté le déshonneur d'avoir été violée par de mystérieux soldats. Elle veut donc enquêter sur le responsable de cette tragédie. Pour bien compliquer l'affaire, la suicidée était en plus promise en mariage au fils du chef de guerre local qui n'aime pas les armes à feu, ça va pas lui simplifier l'existence, et comme la famille risque cher sans le mariage, la servante s'y colle. Sauf que comme les deux se sont croisés avant, ça va faire des étincelles. En soi, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais ça devient de plus en plus alambiqué et ridicule avec un retour de bitch après chirurgie magique, un méchant dont on se balèque, des poisons expérimentaux, des fausses disparitions et quoi ou qu'est-ce. Bref, c'est du grand guignol et même avec du porno de torse-poil de qualité, je le concède, c'est beaucoup trop léger. What the fuck? La grande série n'importe quoi du mois, mais attention, c'est du lourd, c'est Her Revenge, un torture porn vraiment difficile à passer. On n'est pas dans du n'importe quoi de carnaval, mais dans un univers assez sordide de manipulation, de persos masculins immondes et infects avec des nanas qui vont prendre méga cher. Et malgré le titre, ne vous attendez pas complètement à faire péter les crackers et le champagne sur la revanche de l'héroïne. Ça s'ouvre sur un mariage entre une musicienne dans les maisons de passe et un fils de marchand qui lui annonce qu'il est prêt à attendre la consommation. On se dit très bien, il n'a pas l'air désagréable ce garçon. Mais 2 secondes après, le même apparaît face à la sœur de l'héroïne et va la violer. T'es déjà un peu secoué, et puis ça te remonte le fil de comment on en est arrivé là, et franchement, absolument tout le monde est immonde autour des 2 filles, à part un ancien amoureux de l'héroïne qui est joué par Dai Gao Zhang, pas du tout mis en valeur par le look ancien. Il ne faut le caster que dans du moderne ou du républicain. C'est très dur à regarder, et peut-être en ça plus réaliste que nos cerisiers en fleurs habituels. C'est clairement pas à mettre sous toutes les mirettes et à déconseiller carrément aux âmes les plus sensibles. Les Ningyi d'or, meilleur acteur, sans aucun contest, Elvis Ran, qui m'a toute chamboulée dans Fake It Till You Make It, mais qui était aussi très bien dans Never Gone. Alors clairement, il est hyper craquant, il a beaucoup de présence, ce sourire, les images parlent d'elles-mêmes. Mais je fais également un coup de cœur graine de star à Jo Yi-jan, qui va gagner à être connue à mon avis. Meilleure actrice, forcément Elvira Tsai, que je n'avais jamais calculé jusque-là, mais qui m'a très plaisamment étonnée dans ce drama où son perso est attachant, intéressant et plein de nuances. Je me la note pour l'avenir. Meilleur acteur dans un second rôle, Suhai Teo et son physique singulier qui campait un personnage complexe dans Love Between Fairy and Devil et qui se fait encore remarquer dans Joe Roi avec un lettré presque parfait qui brûle d'amour pour une princesse compliquée qui va lui fucker sa life. Meilleure actrice dans un second rôle, Yang Jo-wen, l'adorable servante dans Joe Roi. C'est comme pour les gardes du corps, les servantes permettent souvent à des actrices débutantes de tirer leur épingle du jeu et celle-là était d'ailleurs très choupie tout plein en premier rôle dans A Love So Romantic. Mais on ne peut pas mentionner Joe Roi sans le personnage de la princesse compliquée, interprété avec beaucoup de classe par la distinguée Wang Li-kun, ce qui nous donne une jolie paire de dames en second rôle. Meilleure musique, Joseon Sirocol, et ça faisait un bail que je n'avais pas parlé de lui pour le thème Obviously ou Ming Ming de Joe Roi. Même s'il n'y avait pas de chanson exceptionnelle ce mois-ci, j'ai quand même remarqué celle-là. Meilleure scène, vu que je viens de sortir un épisode sur la chaîne dédié au trope du torse-poil, je me permets de signaler que ce mois-ci, alors vraiment on a été gâtés, et je me dis que je vais peut-être consacrer, sinon un Ningyi d'or spécial, quoique, du moins une rubrique à ce cliché chaque mois, à moins que vous ne protestiez en commentaire en me disant qu'alors non, pas question de vous infliger ce supplice des pecs et des abdos de nos acteurs, mais en attendant, dans le doute, je vous dirais qu'il est très difficile ce mois-ci de départager entre Forever Love, Everlasting Bride et Charming Villainous Emperor, où le porno du torse-poil est assumé haut et fort. Donc dans Charming Villainous Emperor, justement, en dehors de la scène fantasme de la fille avec torse-poil, on a la scène où le mec attrape la fille dans la rue. Dans Love You 7 Times, le quiproquo de la nana qui harcèle tout le monde sur un entraînement à 2 sans comprendre ce qu'elle est en train de réclamer. Dans Love and Intrigue, la scène à Vinay qui
qui vire en première nuit d'amour où le mec supplie intérieurement la nana d'être à lui. Please be mine, ça marche à tous les coups, c'est de l'herbe à chat pour les spectatrices. Le retour de mémoire du prince dans Ni Chang que j'ai trouvé extrêmement touchant. Dans Never Gone, le baiser plein de maladresse ainsi que la scène de rupture quand le mec finit par craquer à l'idée que sa chérie absolue ne l'aime pas réellement, mais également la scène choupi avec Tan Tien Se où il prend malgré lui la main de sa bigleuse chérie dans la rue. Dans Joe Roi, la scène dans l'arbre où l'héroïne croit que le mec a une érection alors que c'est vraiment une arme qu'il cache dans sa poche. La scène de Pinard où elle lui promet de l'aider à avoir un enfant. Et puis la scène de Lanterne, même si elle ne bat pas le bisou brochette de Sword and Broken. Mais c'est quand même ultra original d'avoir deux persos qui jurent de s'aimer sans mariage. Mais le top ira à Fake It Till You Make It, entre un nourrissage de chat qui n'aura jamais été plus sexy. Et croyez-moi que je dois sacrément prendre sur moi pour vous éviter des blagues scabreuses, si vous voyez où ça peut en venir. Une conversation téléphonique sur la tentation, un bisou sur un pont parce que ce drama a voulu faire plaisir à Claire, et une conversation baignoire. Bah oui, il y a plein de scènes de conversation parce que les dialogues, figurez-vous, sont bien écrits, que ça se passe de manière naturelle dans la mise en scène en plus, avec un sens de l'intimité qui est chef kiss. Et ben voilà, il ne vous reste plus qu'à vous laisser tenter sur certains dramas et à penser à me dire en commentaire ce que vous suivez en ce moment, ce que vous avez aimé ou détesté dans la flopée de trucs qui sortent, parce que sérieux, ça n'arrête pas, c'est de la folie furieuse. On a sans arrêt de nouvelles séries qui nous sortent en ce moment. Donc on va se retrouver le mois prochain, mais je ne sais pas dans quel état. Bon binge watch!